À l'occasion de l'exposition Désert, à voir jusqu'au 30 novembre 2025, eh bien, nous vous proposons de découvrir des modes de vie et de culture liés au pastoralisme et au nomadisme dans une traversée de différentes régions. Vous allez le voir, des régions désertiques, en Afrique, au Proche-Orient, en Mongolie. Tradition, élevage, alimentation, mobilité, mais aussi adaptation à ces territoires de l'extrême. Que sait-on de ces modes de vie, modes de vie ancestraux, vous le découvrirez aussi, et de leur culture? Existe-t-il des points de convergence entre les populations nomades contemporaines et les plus anciennes? Comment voient-elles le monde? Quel est leur devenir? Avec nous, 3 invités. Joséphine Le Sur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes archéozoologue, spécialiste du pastoralisme en Afrique. Et donc, vous êtes maître de conférence au Muséum. Tout à fait. Vous pouvez peut-être compléter ma présentation. Moi, je travaille, c'est ça, sur les relations des humains et des animaux, on va dire sur les 10 derniers millénaires, principalement dans la Corne de l'Afrique, en Égypte et au Soudan. Donc, beaucoup dans les milieux désertiques. Et on peut citer votre livre, l'un de votre livre, Et la gazelle de Vinchèvre, un livre paru aux presses universitaires du Midi. À vos côtés, Marjane Machkour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes archéozoologue également, spécialiste du pastoralisme au Moyen-Orient, et vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous travaillez au Muséum. Tout à fait, je travaille dans la même unité que Joséphine, et je travaille à peu près sur les mêmes thématiques, sauf que ma spécialité, c'est le plateau iranien et le pourtour iranien, et essentiellement sur les milieux arides. Et donc, on travaille sur les relations hommes-animaux à travers le temps, surtout dans les 12 derniers millénaires. Et puis à mes côtés, Linda Gardel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, spécialiste du pastoralisme en Mongolie. Vous avez aussi travaillé au Mali. Vous êtes professeur à l'ENSTA, Institut Polytechnique de Paris, auteur de différents livres. On peut mentionner Pasteur nomade de Mongolie et Pasteur touareg dans le Sahara malien, les deux édités chez Buchet-Chastel. Vous avez peut-être envie de nous en dire plus, vous aussi ? J'ai travaillé pendant plusieurs années, effectivement, sur les nomades de Mongolie et les nomades touaregs du nord du Mali, et plus précisément sur leur rapport à l'État et à ses institutions, parce que ça paraît très lointain quand on est un nomade dans le désert, l'État, ses ministères, ses institutions, donc c'est ce à quoi je me suis beaucoup intéressée. Allez, premier point, et pas des moindres quand même, quelle définition devrions-nous donner au désert? Qui veut se lancer? Ah, Joséphine? Non, Linda? Linda Gardel. En tant que sociologue, je ne donnerai pas une définition géologique ou géographique. Peut-être ce que j'ai envie de souligner, c'est qu'au-delà du critère objectif du taux de précipitation ou de pluviométrie, la notion de désert, elle me semble assez relative pour parler des habitants du Gobi, donc le désert qui est au sud de la Mongolie, que je connais le mieux. En fait, les habitants du Gobi ne considèrent pas le Gobi comme un désert. Pour eux, Gobi, qu'ils appellent Guv, c'est une zone habitable et ils la différencient des zones qui sont vraiment considérées comme inhabitables. Ils utilisent un autre mot pour ça, tsel, qu'ils considèrent pas vivables pour les êtres humains et les animaux domestiques. Ils considèrent qu'il y a de la vie quand même dans ces zones vraiment désertiques. Il y a des plantes, il y a des animaux sauvages, il y a des esprits, des forces invisibles. Mais pour eux, le Gobi, là où ils habitent et que nous on considère comme un désert, c'est pas vraiment un désert. C'est le visuel là qu'on voit. Oui, voilà, ça c'est une photo effectivement du désert de Gobi avec une yourte. Donc c'est un campement de familles nomades. Tu souhaites montrer ça aussi? Voilà, et à peu près le même endroit, mais en hiver, donc avec les dunes de sable qui sont sous la neige. C'est vrai que c'est des photos des images qu'on n'est pas habitué à voir, des dunes sous la neige. Et alors du côté du Mali, parce que vous avez travaillé justement sur ces terrains-là. Oui, alors effectivement, là aussi des paysages très variés avec des zones où on a des dunes de sable, des zones où c'est très caillouteux, où il y a beaucoup de roches. Ils appellent ça souvent la brousse, les habitants du Nord Mali, c'est pareil. Entre désert et brousse, la limite n'est pas très nette. Joséphine Le Sur?
Oui, je rebondis sur ce que dit Linda. En fait, le vrai désert, on va dire le désert extrême, est un lieu plus de passage. Il l'est toujours pour l'homme, il l'a été dans le passé, il l'est toujours. Mais finalement, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, le pastoralisme, le nomadisme, ça va être dans des zones qu'on peut nous qualifier d'un peu intermédiaires. C'est-à-dire, c'est pas du pur désert où les gens habitent peu, mais ça va être des déserts, des zones très désertiques, mais qui sont quand même habitables, comme Linda en parlait pour la Mongolie ou le Mali, et dans la Corne de l'Afrique, on a les mêmes exemples à Djibouti ou en Égypte également. Donc et en plus, ce sont des zones qui, on va le voir après, qui ont beaucoup évolué dans le temps aussi. Le Sahara qu'on voit qui est un des plus grands déserts du monde, a été habitable beaucoup plus, a été largement habitable et l'a été pendant des milliers d'années avant de nouveau devenir uniquement une zone de passage. Et on parle pour la savane du Sahara vert, je crois. Cette période, on va dire, il y a 10 000 ans et il y a 5 000 ans, qui a été occupée, on appelle le Sahara vert. Alors, faut pas imaginer une forêt tropicale, hein. C'est de la savane, ça reste de la savane aride, mais qui était habitable à la fois par les plantes, par les animaux et par les populations humaines. Marjane Machkour, de votre côté, on parle de quoi? On parle du désert? Alors, oui, on a le désert. Je peux vous montrer un visuel que j'ai préparé. On voit le plateau iranien, son nom dit ce que c'est. Donc, un plateau qui est à peu près à 1300 mètres en moyenne, mais on a des altitudes jusqu'à 6000 mètres aussi sur ce territoire. Mais au centre, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a deux grands déserts. Le désert du sel et le désert du Lout, qui sont les déserts les plus chauds du monde. On a 78 degrés dans le désert du Lout. Donc, pour vous dire que la vie est très difficile dans cet endroit. Donc, pour ce qui me concerne, en fait, tout ce qui va concerner le pastoralisme et le nomadisme va se passer autour de ces déserts, mais on est quand même dans un territoire extrêmement aride, dans des zones qui vont de semi-arides à très arides. Et vous parliez de Proche-Orient, parce qu'il y a d'autres déserts aussi au Moyen-Orient, qui sont vraiment là des grands déserts comme le désert. Le désert des déserts qui a été traversé par Tessiger et qui a été compté par Tessiger. Là, on est vraiment dans des déserts et qui sont habités par des tribus bédouines depuis très longtemps. Alors Tessiger, rappelez-nous, dites au moins pour ceux qui ne connaîtraient pas le personnage, qui il était. Donc Wilfred Tessiger est un aventurier et surtout quelqu'un qui était amoureux des Bédouins. Qui a traversé, qui a documenté en fait la vie bédouine dans les années 1900, entre 40 et 50, et puis qui est retourné il était en Arabie Saoudite et puis après aux Émirats Arabes Unis, ce qui est aujourd'hui Émirats Arabes Unis, et puis en Irak pour documenter un peu la diversité de la vie des Bédouins. Alors vous parliez d'aridité qui nécessite forcément une adaptation du vivant humain et non humain. On imagine souvent qu'il n'y a pas beaucoup de vie. En fait, si. Qu'est-ce qu'il y a comme type de vivant? Dans le désert des déserts? D'une manière générale, dans ce qu'on nomme les déserts. Alors, dans les déserts, comme vous avez pu le constater, le voir dans l'exposition, il y a quand même de la vie. Il y a des oiseaux, il y a des mammifères, il y a des plantes, des reptiles qui vivent et des insectes qui s'adaptent et qui vivent. Mais pour la vie humaine, c'est un peu plus complexe. Joséphine Le Sur, l'adaptation à des températures extrêmes, mais voilà, vraiment je pense que dire de moins 50 à plus 40, quoi, ou même ou inversement. L'exposition le montre très bien, puisqu'on voit toute cette adaptation au climat extrême par les plantes ou les animaux. Nous, on n'y est pas préparé. On a trouvé des substituts. On peut se couvrir, on peut se découvrir ou créer même des habitations qui laissent passer l'air. On peut optimiser, mais on ne sera jamais aussi bien adapté que toutes ces incroyables espèces qu'on voit dans l'exposition. Qui génère beaucoup d'attention du côté des scientifiques notamment pour penser à nous protéger, nous préserver des conditions extrêmes. Alors de même, avec le nomadisme et le pastoralisme, il n'y a pas une forme de nomadisme et de pastoralisme, mais plusieurs formes. Est-ce que vous pouvez nous en brosser un petit peu le portrait
Bon, là, on a mis un peu des définitions pour expliquer un peu ce que c'est que ce pastoralisme et ce nomadisme qui s'adapte un peu justement à différents milieux, différentes géographies. Donc, en gros, c'est l'interaction entre l'homme et l'animal dans un contexte environnemental particulier. Donc, ça peut être les déserts, ça peut être les milieux montagneux, comme on vient d'en parler, les toundras. Donc, en gros, dans des milieux où il y a une contrainte climatique. Donc, ça, c'est la base. Et c'est la dépendance, en fait, d'un groupe humain avec des herbivores domestiques. Ce qui suppose donc l'élevage de ces animaux. Alors il y a diverses formes, divers choix qui ont été faits par les humains. Donc on a les bovins, on a les camélidés, les caprinés, les chevaux, les rennes. Donc vous avez compris que le nerf de la guerre dans tout ça, c'est les pâturages, c'est-à-dire l'accès au pâturage et les points d'eau. Ça c'est commun à tous ces animaux. Et tout ça conduit aussi à des modes de production très spécialisés chez toutes ces différentes populations qui vont être éleveurs de ces animaux et de ces herbivores. Et voilà. Donc. En tout cas, on relève des différences selon les zones géographiques. Joséphine Le Sur, peut-être un état des lieux. Oui, à la base, il y a une histoire effectivement complexe et variable selon les continents. Est-ce que tu peux passer la diapo après? Celle-là ? Non, après, s'il te plaît. Et alors j'avais mis ça, c'était juste pour parce qu'on parlait tout à l'heure du Sahara vert. Alors c'est une carte qui très grossièrement représente les sites où on a trouvé des restes de bovins au cours des différents millénaires dans le Sahara. Donc en fait globalement on voit que ça apparaît au 7e millénaire avant notre ère dans la vallée du Nil et très rapidement, ça va traverser tout le Sahara et on va avoir des sites 6e millénaire vraiment dans le cœur du Sahara, de la Libye, où on a déjà des bovins élevés, accompagnés également de moutons et de chèvres. Donc on a un pastoralisme qui va être très ancien et qui s'est diffusé en Afrique à la faveur de cette période climatique, on va dire, plus favorable à ça. On a plein d'autres innovations technologiques, d'ailleurs, à cette période en Afrique. On a l'invention de la poterie, on a une forme de proto-agriculture, enfin, on a énormément de choses qui sont faites à la faveur de ce climat plus facile. Est-ce que tu peux passer la diapo d'après? Et on parlait des adaptations au pastoralisme. En Afrique, on le voit déjà dans les sites archéologiques, à partir des ossements archéologiques, que au début, en fait, ces bovins, enfin le bétail d'une manière générale, donc bovins, moutons, chèvres, va être un peu comme un garde-manger ambulant. Donc, je vous l'ai dit, on est quand même dans des milieux qui sont qui restent arides et difficiles, et donc en fait, les gens vont continuer à chasser, principalement, mais vont avoir toujours quelques têtes de bétail avec eux qui vont garder le vivant au maximum, qui va leur permettre d'avoir une sécurité alimentaire qu'ils n'avaient pas forcément avant. Et d'ailleurs, ça va impliquer des pratiques d'élevage particulières, notamment le fait qu'on abatte très rarement les animaux, on va les abattre uniquement pour consommer leur viande pour des raisons particulières, des fêtes, des cérémonies ou la maladie, ça peut arriver. Mais en fait, on va consommer d'abord les produits qui n'entraînent pas la mort de l'animal, comme le lait et le sang aussi. On va aussi avoir des gestions de troupeaux mixtes, c'est-à-dire on va mélanger mouton-chèvre, mais ça, toi, tu oui. As également. Voilà. Et si je peux maintenant terminer là-dessus, c'était juste une notion moi qui me tient assez à cœur et qui est particulièrement flagrante, on va dire, en Afrique, qui est que ces conditions très particulières, notamment qui vont aller vers la rédification grandissante, notamment du Sahara à partir du 3e millénaire, vont faire qu'on va voir chez un certain nombre de sociétés une espèce de fixation sur les bovins, alors ce qu'un ethnologue avait appelé pour des sociétés d'Afrique du Sud, le African Cattle Complex, c'est-à-dire qu'on va faire un complexe du bovin africain où la valeur des bovins va devenir extrêmement forte, même si ce n'est plus un animal qui va être prépondérant économiquement, puisque finalement le mouton et la chèvre vont être plus résistants dans les conditions désertiques. Mais on va toujours garder ce bovin comme ces troupeaux de bovins comme un symbole de richesse et qui est très très fort. Et on le voit en archéologie. Là, je vous ai mis quelques exemples où on voit par exemple des inhumations de crânes de bovins avec des tombes humaines dès le 6e millénaire avant notre ère, donc très anciennement. On voit aussi qu'on a des très grands troupeaux qui vont être
sacrifiés, on les représente sur la rupestre. On a une photo que vous voyez en bas à gauche d'un site assez extraordinaire qui s'appelle Kerma au Soudan, où on a une société, un royaume qui se développe en troisième millénaire, où associé à une tombe, on va avoir parfois des centaines ou des milliers de bucranes de bovins qui vont être déposés en honneur, en cadeau pour cette personne. Donc on voit la valeur du nombre et la valeur de l'espèce, vraiment. Et pour terminer, juste parce que c'est des animaux assez extraordinaires, la vache que vous voyez en haut à droite, c'est une photo que j'ai faite en Éthiopie il y a quelques années, et qui représente un bovin, on appelle un animal favori, c'est-à-dire c'est une bête au sein du troupeau qu'on va un peu isoler et qu'on va entièrement décorer, qui va devenir une espèce de symbole entre, un repère entre l'homme, les humains et les autres animaux. Donc là, je ne sais pas si vous voyez dessus, mais la vache est entièrement scarifiée. On lui a découpé les oreilles, cranté les oreilles, on lui a découpé le fanon, et on va même aller jusqu'à lui déformer les cornes, pour qu'elle ait une corne en haut, une corne en bas, comme on le voit dans les représentations rupestres en dessous. Et ça, c'est des pratiques qu'on voit aussi d'un point de vue archéologique. Donc c'est des choses qui sont faites très anciennement et qui montrent l'importance de ce bovin dans ces populations pastorales et nomades, bien que ce soit pas forcément l'animal le plus facile à élever. Mais il y a un attachement qui se développe très très fort. Comme je pense d'autres espèces dans les zones où vous travaillez. En tout cas, la mobilité est inhérente au pastoralisme. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui. Oui. Linda Gardel, de votre côté, sur cette question de nomadisme et de pastoralisme, que vous avez renseigné dans d'autres zones géographiques. Oui, alors je voulais rebondir sur ce que disait Joséphine sur le type d'espèces qu'on élève en fonction du milieu. Ça, c'est flagrant en Mongolie en fonction des différentes régions. Dans le Gobi, là où les zones sont les plus arides, on va avoir des chèvres et des chameaux aussi. Dans les zones un peu plus verdoyantes, on va avoir plus de moutons, de bovins aussi, de chevaux. Il y a le type de déplacement, en plus du type d'animaux qui sont élevés, il va y avoir la fréquence des déplacements aussi, qui va vraiment varier en fonction des milieux plus ou moins désertiques. Il y a beaucoup d'endroits en Mongolie où les nomades vont se déplacer 4 fois par an. En gros, ils auront un campement d'été, un emplacement de campement d'automne, d'hiver et de printemps. Mais dans les zones les plus arides, les déplacements peuvent se faire tous les 4-5 jours. Vraiment de manière très fréquente. Et tout ça pour dire aussi que, alors on a parlé de mobilité, c'est un pilier important du pastoralisme nomade, bien sûr, et c'est ce à quoi on pense directement, nous, population sédentaire, quand on pense au pastoralisme nomade. Mais il y a un autre pilier qui est aussi très important, qui est vraiment fondamental, c'est la dispersion. Il faut vivre dispersé, éloignés les uns des autres. Parce que le principe du pastoralisme nomade, c'est justement de déplacer les animaux et les hommes pour avoir un impact le plus limité possible sur l'environnement, tout en accédant aux ressources. Donc il y a un équilibre fragile à maintenir, d'où la dispersion et la mobilité. Marjane Machkour, est-ce que vous voyez ça aussi sur vos terrains d'expertise ? Alors, je vais commencer par le passé, comme ce que a montré Joséphine, mais plutôt pour le Moyen-Orient, surtout le plateau iranien. On est dans un autre schéma, totalement dans un autre schéma, puisqu'on est aussi dans d'autres reliefs. Donc là, la focalisation va se poser sur 2 espèces, le mouton et la chèvre, mais surtout d'abord la chèvre, puisque c'est un des lieux de la domestication de la chèvre, mais aussi le mouton. Et donc ce que vous voyez sur ce graphique très rapidement pour vous donner juste les clés de lecture, tout ce qui est en orange, ce sont les moutons et les chèvres. Et on voit bien que à travers le temps, c'est-à-dire ce temps qui est 10 000 ans qui est représenté ici à travers les différentes périodes culturelles, on voit l'augmentation de la part de ces moutons et des chèvres. Donc, c'est comme si c'était une signature pastorale qui s'installe à travers le temps. Alors, tout ça est accompagné par des événements culturels, par des modifications de la société, l'urbanisation et la complexification des sociétés au cours du temps. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir de plus en plus de la
mobilité de ces populations donc pastorales, avec une adaptation aussi aux conditions climatiques qui vont être changeantes au cours du temps. Et donc la deuxième partie, c'est toute cette partie moderne, disons des nomades actuellement en Iran, et on voit qu'il y a une vraie focalisation sur le mouton, parce que le mouton est un animal qui a un grand attrait économique, évidemment, parce que il est source de viande, de graisse, de laine, de lait, et donc c'est vraiment un animal qui va avoir une grande valeur symbolique et économique dans ces sociétés modernes de nomades, où les chèvres aussi qui font partie de ces transhumances des nomades en Iran actuellement, et des produits, comme on parlait des produits laitiers, toute cette production de produits laitiers qui va être en fait la base pour pouvoir être transportés dans toutes les saisons. Donc on va avoir beaucoup de produits séchés, comme vous pouvez voir ici, que ce soit des pâtes de caséine qu'on va réutiliser en hiver pour faire des soupes, ou alors des pâtes, comme vous pouvez voir ici, de céréales mélangées à du liquide de lait ou des résidus de lait pour être réutilisés pendant les périodes où on n'a pas accès ni au lait ni aux céréales. Donc ça, essentiellement, c'est le modèle économique sur lequel repose, d'une manière générale, le pastoralisme, nomadisme, c'est ça? Linda Gardel. Oui, c'est ça. Je pense que c'est important de dire aussi que ce ne sont pas des populations qui vivent en autarcie. Ils consomment, comme vous dites, les produits laitiers, les produits issus de leurs troupeaux, la viande, etc. Mais ils ont aussi besoin de vendre les productions de leurs troupeaux, donc produits laitiers transformés, laine, viande, pour pouvoir acquérir d'autres choses dont ils ont besoin et qui ne produisent pas, comme la farine, comme le riz, le sucre, le thé et tous les équipements indispensables à leur vie. Donc on imagine qu'il y a quand même des pressions économiques spécifiques qui pèsent sur eux, non ? Oui, du coup, ils sont très dépendants des prix auxquels on va leur acheter leurs produits, donc des prix au niveau national et au niveau international aussi. Pour prendre le cas de la Mongolie, les éleveurs vendent la laine de leurs chèvres, qui sont des chèvres à Cachemire. Et depuis quelques années, comme il y a une forte demande internationale en Cachemire, les éleveurs se sont mis à élever beaucoup plus de chèvres que traditionnellement. La chèvre, c'est un animal qui a toujours été élevé en Mongolie, mais en petit nombre. C'était pas un animal très prestigieux. Donc la plupart des éleveurs avaient quelques chèvres, mais dû à la demande très forte internationale en Cachemire, les gens se sont mis à élever beaucoup de chèvres, et ça a des impacts aussi sur les pâturages, parce que comme on le dit en Mongolie, le cheval cueille, la vache broute, la brebis tond et la chèvre arrache. La chèvre arrache l'herbe avec les racines, donc elle a un impact vraiment négatif sur les pâturages, d'où des problèmes de désertification autour des villes, là où il y a le plus de chèvres. Donc ils sont très dépendants, des cours internationaux aussi, du prix auquel vous allez acheter votre pull en Cachemire dans un magasin à Paris. Voilà, ça a un impact sur les nomades de Mongolie aussi. Alors quelles sont les valeurs inhérentes au pastoralisme et au nomadisme? Vous avez pu peut-être, au contact de ces populations, découvrir des valeurs sociales. Qu'est-ce que vous avez appris d'eux? Je commence. Alors, allez-y, Linda Gardel. Je citerai peut-être avant tout les valeurs de l'hospitalité et du partage, parce qu'il faut bien comprendre que ce sont des populations qui vivent dans des endroits très hostiles quand même à la vie humaine et très dispersés les uns des autres, comme je le disais. Les animaux sont en liberté, et notamment les troupeaux de chevaux, de chameaux, ce qui fait que les éleveurs sont parfois amenés à faire des dizaines de kilomètres pendant plusieurs jours à la recherche de leurs troupeaux de chevaux ou de chameaux. Et dans les conditions climatiques comme ça, avec des tempêtes de neige, avec du froid extrême, avec des tempêtes de sable, s'ils ne pouvaient pas s'arrêter dans n'importe quel campement pour trouver abri ou pour trouver nourriture, ils pourraient tout simplement pas survivre.
Et donc l'hospitalité, on peut dire que c'est vraiment une question de survie chez ces populations. Et alors, on frappe à la porte ? Non, normalement, on frappe pas à la porte à la campagne en Mongolie. C'est quelque chose qui n'est pas dans les habitudes. Et pourquoi ? Qui est considéré. Enfin, l'hospitalité est tellement sacralisée que frapper à la porte, ce serait vu comme une insulte quasiment, parce que vous soupçonnez les gens de ne pas vouloir vous recevoir. Donc ça change en ville. En ville, on frappe à la porte, mais c'est vrai qu'à la campagne, vous pouvez vous arrêter dans n'importe quelle yourte, chez des gens que vous ne connaissez pas. Vous ne frapperez pas à la porte, mais on vous accueillera, on vous donnera à manger et à boire, avant même les salutations. Quelles que soient leurs conditions, hein, c'est ça. Marjane Machkour. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que disait Linda par rapport ma propre expérience chez les nomades Bakhtiari en Iran. Effectivement, j'ai pu constater cette extrême hospitalité, alors que c'est généralement des gens qui sont très démunis, très pauvres, et donc eux-mêmes alors que c'est eux qui font l'élevage des moutons et des chèvres, mais ils ne consomment pas ces animaux. Et quand on arrive à l'improviste chez eux, la première chose qu'ils font, c'est de tuer un animal, un jeune généralement, pour l'offrir aux invités. Donc ils se passent eux-mêmes de cette nourriture pour les personnes qui arrivent à l'improviste. Joséphine Le Sur, sur ces questions-là, je ne sais pas si on a des traces anciennes de l'accueil ou de valeurs spécifiques que vous auriez pu repérer. Non, pas forcément, mais ça me rappelle une anecdote, que j'ai vécue moi-même il y a 20 ans après. On était en prospection avec des collègues en Somaliland, et on avait mal estimé notre route qui a été plus compliquée que prévu. On est arrivé un soir dans un village qu'on ne connaissait pas du tout. Et exactement comme ça, on a été accueillis, on nous a tout de suite déblayé l'école pour qu'on puisse dormir. Ils ont tué un mouton pour nous, alors que on ne connaissait personne, et on avait des guides somaliens avec nous évidemment, mais c'était quand même une arrivée complètement à l'improviste. Et donc je pense que effectivement cette forme de solidarité, d'hospitalité, elle existe chez tous les nomades, pasteurs, puisqu'effectivement c'est une question de survie. D'autres valeurs peut-être, le prestige aussi, je crois. Oui, alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est que on peut dire que c'est une société, ce sont des sociétés, mais là je parle surtout de la Mongolie, mais qui ne se sont pas développées sur le même paradigme que la nôtre, que nos sociétés européennes sédentaires, en tout cas, dans la mesure où je pense qu'en Europe, on s'est développé beaucoup avec, nos marqueurs de réussite civilisationnelle, on va dire, reposent beaucoup sur l'accumulation de biens, sur l'édification de monuments, sur l'édification de grandes villes. Et eux se sont développés sur un autre paradigme qui est contraire, où il faut peser le moins lourd possible. Il faut être le plus léger possible pour avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Donc on n'est pas dans l'accumulation de biens, on n'est pas dans l'édification de monuments grandioses ou de grandes villes, parce qu'il faut être léger. Et même avoir un très grand troupeau, qui est souvent le signe de réussite sociale chez un éleveur, donc même le grand troupeau, c'est limité. Il ne faut pas qu'il soit si énorme qu'il impacte trop les ressources. Donc le prestige, il passe par autre chose que l'accumulation de biens. Il passe par différentes choses. Ça peut être le savoir, l'aura que dégage un éleveur parce qu'il a de l'expérience, parce qu'il sait très bien entraîner les chevaux pour la course. Donc avoir d'excellents chevaux de course, ça c'est une marque de réussite sociale. Avoir des belles décorations sur ses harnachements aussi, sur les selles, sur les bridons. Et ça, c'est valable aussi chez les Touaregs. Je pense que les archéologues retrouvent aussi peut-être... c'est ancien, en tout cas, dans les empires des steppes, on parle beaucoup des qualités de l'harnachement, de l'artisanat lié aux traditions équestres. Joséphine ou Marjane ? Sur ces questions-là, justement de prestige, ce qui amènera aussi à se poser la question de la place de chacun, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment des rôles dédiés aux hommes, aux femmes, aux enfants. On pense aussi à la scolarisation potentiellement. Comment se fait l'éducation, la transmission des valeurs ?
Alors, pour la question de prestige chez les nomades, en tout cas les nomades Barthieri, vous voyez la photo au centre, cette femme qui est assise au pied d'une pierre tombale en forme de lion. Alors, j'ai pris cette photo moi-même, donc elle est en train de filer la laine, mais en fait, elle est dans un cimetière et ces pierres tombales monumentales sont dressées pour les guerriers, pour les hommes guerriers. Donc, il y a toute une mythologie autour de ces guerriers Barthieri qui occupent une place très très importante dans cette société. Donc la guerre, le combat, voilà. Et donc ça a été aussi une des raisons de leur perte, parce que justement, comme ils sont considérés comme des populations belliqueuses pour le pouvoir central, ça a mené à leur sédentarisation par force. Et par d'autres moyens aussi, on les a obligés à abandonner ce mode de vie nomade, notamment par la scolarisation des enfants. Et je me souviens que j'ai rencontré dans un de mes voyages un nomade, enfin un enfant de nomade qui était instituteur dans un village, qui était mon guide justement pour faire ma mission, et qui me racontait que ses parents étaient nomades et lui avait 6 ans, et à 6 ans on l'a obligé à se séparer de ses parents pour aller en ville faire ses études. Et donc il parlait avec beaucoup de nostalgie de la vie nomade de ses parents, et qu'il ne rêvait que d'une chose, c'était de retrouver à la fin de la semaine ses parents qui étaient dans les alpages et qui étaient sous tente. Donc ils n'avaient pas le soutien des pouvoirs politiques, ce qui n'est pas forcément le cas en Mongolie, je crois. Oui, quand vous parlez de la scolarisation, je voulais souligner qu'en Mongolie, tous les enfants quasiment sont scolarisés, et ça depuis des dizaines d'années. Il faut dire que la Mongolie était pendant 70 ans sous tutelle soviétique. Donc il y avait des écoles partout et des internats pour les enfants des nomades. Mais contrairement à d'autres endroits, ça n'a pas été mal vécu. Au contraire, les nomades sont très attachés à la scolarisation de leurs enfants, et notamment parce que sur les bancs de l'école, c'est leur langue qu'ils apprennent à lire, à écrire, c'est leur histoire qu'ils apprennent. Et c'est peut-être la différence aussi des nomades dans d'autres pays, et notamment au Mali. Les enfants touaregs, quand ils vont à l'école, ils ont l'impression, déjà c'est pas leur langue touareg qu'ils apprennent, c'est pas vraiment leur histoire non plus, en tout cas telle qu'ils la considèrent. Voilà, donc ça c'est une grande différence, je pense. Donc est-ce qu'on peut parler d'une certaine disparition quand même de ces modes de vie dans le monde moderne? Alors non, sur la planche précédente, s'il te plaît. Voilà, peut-être sur la Mongolie, moi ce que je voulais souligner, c'est que là j'ai mis quelques citations. Quand on voit dans la presse des articles sur la Mongolie, on insiste beaucoup sur le caractère un peu figé, immuable, nomadisme, un mode de vie inchangé, une culture ancestrale depuis des millénaires. Et puis d'un autre côté, on a aussi des images catastrophistes qui sont renvoyées. Donc j'ai mis quelques titres de vidéos qu'on trouve sur Internet quand on tape vidéo nomade Mongolie. C'est toujours les derniers nomades de Mongolie, les nomades en voie d'extermination, les nomades en train de disparaître, etc. Donc c'est des images vraiment très caricaturales, et alors que c'est beaucoup moins figé et complexe que ça. Là, j'ai fait une planche avec les chiffres du nomadisme en Mongolie. On compte à peu près 400 000 personnes qui vivent du pastoralisme nomade en Mongolie, d'après les statistiques de 2023, sur 3 millions d'habitants. Donc, c'est quand même assez considérable. Avec une certaine modernité, hein. Ils peuvent avoir des panneaux solaires, des éoliennes. Oui. Enfin, ils vivent vraiment avec ce monde moderne. Voilà, tout à fait. J'ai mis donc là aussi les chiffres du bétail, du nombre de bétail de 1970 à 2024. C'est assez flagrant. Le nombre de bétail augmente depuis des décennies, avec quelques chutes quand même au moment de ce qu'on appelle en Mongolie les dzouds, des catastrophes naturelles. Ça peut être des hivers où il y a trop de neige ou des sécheresses. Donc il y a le nombre de bétail atteint un pic et puis chute brutalement, parce qu'il y a une forte pression sur ces pâturages.
Mais voilà, et sur la planche juste suivante, effectivement, je souligne le nombre de nomades qui est conséquent et le fait que moi j'y suis allée encore en 2023, enfin j'y vais depuis plus de 20 ans et toutes les familles que je connais qui sont nomades, elles vivent mieux qu'avant. Elles ont une télévision, elles ont un panneau solaire, elles ont une ampoule au plafond de la yourte, beaucoup ont une moto ou une voiture, et ils disent eux-mêmes qu'ils sont contents de la qualité de leur vie qui a augmenté. Donc bien sûr, il y a aussi des nomades qui perdent leurs troupeaux au moment des catastrophes naturelles et puis qui rejoignent les faubourgs d'Oulan-Bator, c'est une réalité. Mais il y a aussi cette réalité-là d'un pastoralisme nomade qui se porte plutôt bien en Mongolie. Par contre, pour les Touaregs du Mali, c'est pas le cas. C'est très compliqué, là, surtout avec les dernières années et la guerre au Mali. Disons qu'il y a beaucoup de problèmes économiques, sociaux et politiques, et surtout aussi, enfin peut-être pas surtout, mais il y a quelque chose qui est un facteur de dégradation de leur vie et du pastoralisme nomade au Mali, qui est quelque chose qui n'a pas été clairement identifié. On avait clairement identifié les problèmes économiques, les problèmes d'insécurité sanitaire, alimentaire, le manque d'infrastructures, etc. C'était clair. Les ONG, etc. les avaient identifiés et essayaient de travailler dessus. Par contre, il y a quelque chose qui, pour moi, est prépondérant, sur lequel personne n'a travaillé au Mali, c'est justement cette question d'imaginaire et de valeur sociale du pastoralisme nomade. J'ai un peu travaillé sur les manuels scolaires, par exemple, au Mali, ou les médias, ou la culture, et dans les médias, ou dans les manuels scolaires en Mongolie, c'est une image très négative qui est donnée des nomades et des Touaregs. Donc ça compte beaucoup aussi, comme je disais tout à l'heure, sur l'intérêt que les nomades eux-mêmes portent à leur mode de vie. Marjane Machkour, par rapport à justement l'Iran, et ensuite on verra avec Joséphine Le Sur un peu le bilan global de ce nomadisme et de ce pastoralisme aujourd'hui. Alors là, on est face à une trajectoire totalement différente. Oui. En Iran et je crois de manière générale au Proche-Moyen-Orient. Là, je vous ai mis une image justement qui date de 1920 des nomades Bartioli et qui a donné donc ce film merveilleux qui est totalement accessible sur Internet que je vous recommande absolument à voir, qui s'appelle Grass, l'herbe. Et qui montre justement l'importance de ces nomades dans ces années début du XXe siècle. Donc ils étaient 2,5 millions quand même à cette période-là. Donc 25% de la population iranienne de l'époque, et actuellement on est à 1,7%. Donc c'est une chute drastique. On est devant tous ces titres catastrophistes que vous dites, c'est-à-dire on est vraiment dans la disparition du mode de vie nomade et pasteur nomade en Iran. Avec une emprise sur leur territoire, justement ? Complètement une emprise sur leur territoire, et aussi ils ont beaucoup subi des déplacements de population pour les mater en fait. D'une région à une autre, donc évidemment ça déstructure complètement leur imaginaire, leur mode de vie. Donc tout ça depuis 100 ans, 150 ans, ça a été vraiment une entreprise pour détruire les nomades. Bon, évidemment là il y a une recrudescence avec mais artificielle, je dirais, avec le tourisme où on essaye d'attirer parce qu'il y a un engouement quand même. Engouement, mais bon, on ne reviendra pas, on ne reviendra plus jamais à ce qu'on a perdu. Je crois que vous avez un double visuel à nous montrer, avec le désert et aujourd'hui, voilà, c'est ça. Voilà, donc alors ça c'est justement c'est en dehors de l'Iran, on est en Arabie, et c'est une des photos de Tessiger, donc qu'il avait pris dans les années donc 45-50, où on voit ces nomades et ces bédouins qui sont à dos de dromadaires et qui regardent ce désert des déserts. Et au même endroit, c'est exactement au même endroit, en 2019, on a la ville de Dubaï qui sort de ce désert, et c'est une photo réelle, c'est pas du tout une photo factice.
et on voit le Burj Khalifa qui est 900 mètres de haut. Et donc, ces bédouins qui sont capables de cette vision, de cette transformation complètement du mode de vie sédentaire au mode de vie urbain, et même capables d'imaginer des choses les plus extraordinaires qu'on puisse avoir actuellement dans le monde. Donc, ce projet The Line, qui est un projet d'Arabie Saoudite, qui imagine de faire cette ville qui est la ligne, enfin le line, de 27 kilomètres dans le désert au nord d'Arabie Saoudite, avec toutes ces visuels que vous voyez ici, complètement futuristes, où on a toute l'année un climat idéal, où on a accès à toutes les installations en moins de 5 minutes. Bref, voilà, quelque chose de totalement incroyable, pensé, imaginé par les Bédouins. En sachant qu'ils doivent aussi faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Allez, quelques mots, Joséphine Le Sur, avant de donner la parole au public, justement. Oui, de ce que j'ai vu, moi, ce que j'ai pu voir, notamment dans la Corne de l'Afrique, il y a différents facteurs qui font que les pasteurs, enfin les nomades pasteurs disparaissent plus ou moins. D'une part, de ce que j'ai vu en Afar, donc on est vraiment sur la partie de Djibouti, Érythrée, Éthiopie, vraiment de l'Est, où on a beaucoup d'éleveurs, de dromadaires, mais aussi de moutons-chèvres principalement. Et là, une conséquence qui n'a pas été politique, qui a été environnementale, où on a eu des invasions d'espèces d'acacias venues d'Australie, qui ne plaisent pas du tout aux chèvres, que les chèvres détestent. Et en fait, c'est un vrai fléau pour les éleveurs, parce que elles se répandent, cette espèce d'acacia, elle se répand très très rapidement, elle remplace les autres, et donc on a un problème de nourriture des chèvres. Et un autre exemple là qui est très politique, en Éthiopie, dans la vallée de l'Omo, on a beaucoup de sociétés d'éleveurs, différentes sociétés d'éleveurs de bovins. La photo que je vous ai montrée tout à l'heure venait de là. Et en fait, on a actuellement une location-vente des terres par le gouvernement tout autour de la vallée de l'Omo à des gouvernements indiens, chinois, etc., pour faire du coton, des fleurs, etc. Et une anecdote amusante quand même, c'est que j'ai un collègue paléontologue qui a la concession du site de l'Omo, qui est quand même classé par l'UNESCO, et qui avait été vendu à des Chinois par le ministère de l'Agriculture éthiopien. Parce qu'à un moment, quelqu'un leur a dit non, en fait, c'est l'UNESCO, là, on va pas... Voilà. Mais voilà, et donc, tous ces éleveurs, ces sociétés qui dépendaient complètement des ressources en eau, des pâturages autour de la vallée de l'Omo, elles sont en train de disparaître, forcées, parce qu'on leur prend toutes leurs terres. Et qui pour les défendre? Enfin, beaucoup de monde, des ONG, etc., mais c'est pas des sujets qu'on aborde, enfin, qui sont pas très médiatisés. Oui. Question dans la salle. Allez-y, un micro va circuler. Est-ce que quelqu'un voudrait poser des questions ou nous faire part d'un retour d'expérience? Pourquoi pas? Oui, monsieur, tout en haut. Oui, bonsoir. Vous avez parlé pas mal de production de lait et tout, et je me demandais un peu l'importance qu'avait le fromage dans chez les différents pastoraux que vous étudiez. Alors, qui veut répondre? Linda Gardel. Je peux tenter, sachant qu'il y a dans la salle la spécialiste des produits laitiers de Mongolie, Sandrine Ruhlmann. Elle me corrigera. Si oui, on pourra vous donner un micro pour compléter. Alors, les Mongols fabriquent des produits laitiers avec le lait de tous leurs animaux, donc avec le lait de vache, de brebis, de chèvre, etc. Ils font... deux sortes de fromages, en gros, un fromage frais qu'ils mangent en été, et puis un fromage qu'ils appellent arul, qui est plutôt séché et qui est très très sec, du coup, ce qui ressemble peut-être un petit peu à ce qu'on fait en Iran. On fait de l'alcool avec le lait aussi, et notamment avec le lait de jument, on le fait fermenter, et donc c'est la boisson préférée des Mongols en été. Ils boivent des litres et des litres d'arak, le lait de jument fermenté. Et on distille aussi le lait fermenté de vache, de brebis et de chèvre pour faire un alcool distillé. Donc voilà pour les produits laitiers mongols en résumé, en synthétique. Alors, Marjane Machkour. Pour l'Iran, c'est en fait, je dirais pas fromage parce que disons la chaîne opératoire, c'est plutôt la chaîne opératoire du yaourt.
Et tous les produits dont vous voyez des exemples ici sont issus de différents stades de fermentation, et après, à chaque fois, on récupère un peu plus de pâte de caséine pour avoir ce que vous dites, vous appelez la pâte dure là qu'on a au final. C'est vraiment un résidu du yaourt. Et voilà, donc on a moins de fromage dans le sens européen. Le fromage où on laisse reposer, on en a beaucoup moins. Joséphine. Et en fait, ce qui est amusant, et ça on le voit même au niveau archéologique, c'est que chaque société ne fait pas forcément du fromage, effectivement. Il y a des sociétés qui vont plutôt faire des yaourts, d'autres ça va aller vers le beurre. Et en plus, chaque espèce ne produit pas forcément les mêmes laits, la même qualité de lait pour faire différentes choses. Par exemple, le lait de chamel, c'est assez compliqué à transformer. Je racontais l'anecdote quand on s'était vu qu'il y avait une boîte française qui s'était installée en Mauritanie qui avait essayé de lancer le camembert. Donc un camembert à base de lait de chamel, ça n'avait apparemment pas très bien marché, mais c'est un lait qui est très très particulier. Et par exemple, dans la Corne de l'Afrique que je connais, en Éthiopie, c'est des fondus de beurre. C'est le beurre avant tout, mais très peu de fromage. Alors ils ont une espèce de fromage frais un peu, mais c'est tout. Il n'y a pas du tout c'est vraiment le beurre d'abord et avant tout. Et donc c'est très variable en fait en fonction des espèces animales et en fonction des sociétés. Tout transforme le lait, mais sous forme très différente. Et la fermentation est très importante évidemment dans tous ces processus de transformation. Alors, est-ce que notre spécialiste veut compléter ou non? Allez, autre question, monsieur. Oui, une question un peu ponctuelle, mais est-ce qu'il y a eu du nomadisme pastoral en Amérique? Parce qu'en fait, on n'en parle pas du tout. Alors, est-ce que vous auriez la réponse à cette question? Joséphine Le Sueur. Permettre, c'est qu'en fait, les animaux domestiques, on va dire le bétail qui est vraiment, le bœuf, mouton, chèvre, sont arrivés avec les Européens. Alors, en revanche, on peut avoir en Amérique du Sud du nomadisme avec les camélidés. Donc lama, alpaga, et ça effectivement il y en a. On a une collègue qui travaille là-dessus justement, où on a des transhumances entre les plateaux maritimes et les montagnes sur les lamas. Et si je me trompe pas, ça commence vers 4000 à peu près, vers 4000 où ils commencent à domestiquer et à faire ce pastoralisme. Mais c'est la seule espèce à ma connaissance qui soit vraiment élevée avec une forte mobilité avant l'arrivée des Européens et des chevaux, des vaches, etc. Autre question? Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question plus d'ordre culturel en fait. Lorsque on a peut-être des pasteurs qui entrent en conflit puisque les pâturages sont peut-être limités, comment ça se passe dans les différentes cultures pour un peu arbitrer? Est-ce qu'on a des sortes de tribunaux traditionnels ou est-ce que l'État peut éventuellement arbitrer? Est-ce qu'on a même des cadastres pour les nomades, enfin? Comment ça peut se passer, quoi? Conflit de territoire, d'espace, ou est-ce qu'on pense avant tout en termes de commun qu'on essaye de préserver, de protéger? Linda Gardel? Je veux bien répondre sur la Mongolie. Alors, à la base du fonctionnement, c'est de s'organiser entre voisins pour déterminer qui va installer son campement à tel endroit, qui va faire pâturer ses animaux sur tel pâturage. Donc, c'est vraiment des accords entre voisins et les hommes, en général, c'est une de leurs missions. Ils passent beaucoup de temps à parlementer justement sur quand est-ce que tu vas là et moi je vais là. Voilà, c'est très organisé. Alors, est-ce que c'est formalisé? Oui, dans un sens, et notamment les emplacements de campements d'hiver, ils sont clairement inscrits dans les registres de la commune, de la zone administrative concernée. Donc chacun a son emplacement de campement d'hiver inscrit quelque part. Ça peut être modifié, parce qu'il n'y a pas de notion de propriété du sol, par contre. C'est plutôt un droit d'usage.
qui encore une fois n'est pas figé, mais ils ne sont pas du tout dans le fonctionnement de propriété privée pour la terre. Et au Mali ? Au Mali, c'est à peu près la même chose. Je ne pense pas qu'on inscrive quelque part les emplacements, quels qu'ils soient, mais ça se passe beaucoup par la négociation entre voisins. Et les conflits vont plutôt être avec les populations sédentaires pour des accès aux fleuves, aux rives du fleuve, aux pâturages qui sont près des fleuves, où il y a des agriculteurs. C'est là qu'on aura le plus de conflits. Et dans ce cas-là, qui règle le conflit ? Alors, au Mali, il y a la société touareg est assez hiérarchisée, il y a des fractions, et les chefs de fractions ont beaucoup d'autorité. On essaie de passer déjà par l'autorité traditionnelle pour régler des conflits avant d'aller dans les tribunaux plus officiels, qui sont plus compliqués. Marjane Machkour ? Alors, pour le territoire iranien, donc on a un très bon travail qui a été fait par Jean-Pierre Digard, qui a travaillé sur ces nomades Bartioli, qui sont dans le sud-ouest de l'Iran. Et lui, il explique en fait que c'est un accord d'abord entre les populations, et ils sont effectivement très hiérarchisés aussi, c'est-à-dire que il y a des familles pauvres, des familles plus riches, des familles qui ont plus de bétail que d'autres, et donc tout ça s'organise dans un espace, c'est-à-dire les gens qui sont qui ont plus de richesse vont accéder à des pâturages plus opulentes, et les personnes qui ont moins de bétail vont rester peut-être à la fin, disons, du trajet de transhumance. Donc tout ça s'organise quand même dans l'espace. Et quand il y a des conflits, évidemment, il y avait le chef de tribu, le Khan, qui réglait ces différents conflits entre les personnes. Alors peut-être un dernier point, ils doivent faire avec la nature, la respecter. Est-ce qu'ils sont un modèle de gestion des ressources, et est-ce que dans ce contexte de crise climatique et de crise de la biodiversité, nous devrions nous inspirer d'eux en matière peut-être d'adaptation, de résilience, ou pas forcément ? Marjane ? C'est très difficile à dire, en tout cas pour ce que je connais du territoire iranien, puisque l'élevage se passe entre moutons et chèvres, et comme Linda le soulignait, la chèvre est un grand destructeur des pâturages, donc ils sont souvent disons, pointés du doigt pour être des destructeurs, enfin les nomades, des destructeurs de la nature. Donc je ne saurais pas trop me positionner là-dessus, parce que je connais pas exactement les tenants aboutissants au jour d'aujourd'hui. Mais en tout cas, il est vrai que la chèvre a un impact très fort sur l'environnement. Linda Gardel ? Oui, moi je pense qu'à l'heure où on s'interroge sur les limites planétaires et les moyens de nouveaux modes de vie, en fait, plus respectueux de ces limites planétaires, je pense que ces nomades qui ont appris à vivre depuis des siècles en pesant le moins lourd possible sur leur milieu, ils peuvent être source de beaucoup d'inspiration. Je regrette un peu que les médias européens, comme je disais tout à l'heure, ils insistent beaucoup sur leur disparition, sur leur vulnérabilité, sur leur décalage avec le monde moderne, alors que pour plein de raisons, je trouve que justement ils ont su s'adapter et tirer profit je parlais du téléphone tout à l'heure, du panneau solaire sur la yourte. C'est très important pour eux de profiter de ces moyens de communication, parce qu'ils ne veulent pas être coupés du monde, ils veulent profiter des avancées des technologies, ils veulent être au courant de ce qui se passe dans le monde, ils sont très curieux de ce qui se passe dans le monde. Tout en vivant dans cette proximité avec leur environnement, les écosystèmes. Voilà, et en respectant beaucoup l'environnement, et ils ont, et ça imprègne tout dans leur culture, dans leur littérature, leur poésie, leur mythes, etc. Qu'ils transmettent quand même. Oui. Écoutez, on va remercier nos invités. Merci à toutes les trois. Merci à vous aussi, public, d'être toujours présents et chaleureux. Merci à vous. Et bien sûr, à voir l'exposition Désert jusqu'au 30 novembre 2025.